L'Éclair Noir est un film de super-héros russe sorti le 28 décembre 2009 et réalisé par Dmitri Kisselov et Alexandre Voitinsky. Le film commence à Moscou en 2004 où un groupe de mineurs et de scientifiques menés par le multimilliardaire Viktor Alexandrovitch sont en train de forer les fondements géologiques de la ville pour accéder à un important gisement de diamants. Voyant que le forage provoque une forte activité sismique qui met en danger les fondations de la ville, un scientifique, qui a encore toute sa tête, demande à l'oligarque de stopper immédiatement ses activités, ce à quoi ce dernier répond « Poussez tous les moteurs au maximum. Donc j'imagine que pour lui l'important c'est de récupérer les diamants, même si la ville doit lui tomber sur la gueule. Mais passons. Malgré les gros plans insistants sur les yeux du milliardaire, la foreuse n'arrive pas à percer l'épaisse strate qui le sépare de son objectif et l'opération prend fin. On a ensuite droit à un passage arté, dans lequel la voix off d'un scientifique nous explique le principe du nanocatalyseur, une technologie développée par les soviétiques pendant la guerre froide et qui aurait la capacité d'être infiniment plus puissante que l'énergie nucléaire, ce qui permettrait à Alexandrovitch de donner plus de jus à sa foreuse pour venir à bout du gisement et stop. Pourquoi il s'emmerde avec les diamants ? La priorité, ce serait pas justement de retrouver ce nanocatalyseur pour pallier au problème des énergies fossiles et se faire un argent monstre au passage ? Le film est censé se passer en 2004, et je sais pas, c'était déjà un sujet à l'époque, non ? Je suis à peu près sûr que ça lui rapportera beaucoup plus que sa cave de diamants là. Ou alors il fait une fixette sur les pierres précieuses, mais bon, à ce niveau-là, c'est vraiment de la bêtise, surtout pour un homme d'affaires. Enfin bref, une ellipse narrative plus tard, on reprend sur les hommes d'Alexandrovitch qui pendant leurs travaux d'excavation tombent sur une vieille voiture quasi délabrée qu'ils décident de faire sortir en douce du site de travaux pour la revendre sous le manteau, nous dévoilant en même temps le titre du film. Après ça, on est introduit à Dima, le personnage principal, qui étudie à l'université de Moscou en compagnie de Max, son camarade de classe. Ce dernier, très studieux, se concentre d'ailleurs plus sur la nouvelle étudiante entrée dans l'amphithéâtre que sur son cours magistral. Avec ce genre de fille, il faut savoir investir. Faut l'emmener dans un super restaurant. Tu lui offres des fringues de luxe. Tu l'emmènes au spectacle. Donc Max part du principe que les femmes sont superficielles et vénales. Bon. Ok. A noter que même s'il semble tomber sous le charme de la nouvelle étudiante, Dima ne manifeste rien. À la sortie des cours, Dimitri s'arrête un instant pour contempler une voiture de luxe avant que Max ne dévoile qu'il s'agit en fait de son véhicule. Les deux étudiants montent à bord et après un placement de produit pas du tout flagrant, ils s'aperçoivent que la nouvelle étudiante rentre à pied. Maxime engage alors la conversation avec elle et l'on apprend qu'elle s'appelle Nastia. Il lui propose alors de monter à bord, ce qu'elle accepte sans sourciller. Donc je suppose que ce qu'il avançait plutôt en amphi n'était pas tout à fait faux. De retour chez lui, Dimitri dîne en famille en compagnie de ses parents et de sa petite sœur Tania, et profite de l'occasion pour demander à son père comment il avait réussi à courtiser sa mère, ce à quoi cette dernière répond que son père venait la chercher en tramway pour lui faire le tour de la ville puisqu'il en conduisait un. N'ayant pas spécialement vocation à travailler dans les transports publics pour gagner l'amour de Nastia, Dima se dit qu'il pourrait s'acheter une voiture à l'instar de son ami Max, mais le prix du bolide qu'il convoite est au-delà de ses modestes moyens. Le lendemain, la famille de Dimitri le réveille pour lui souhaiter un bon anniversaire et Tania, qui est surexcitée, finit par avouer que son père lui a acheté une voiture pour l'occasion. Ravi par cette nouvelle, le jeune homme se précipite dehors, mais en guise de voiture, se retrouve face à une vieille Volga des années 50. Gêné d'être vu à bord de ce véhicule mais ne souhaitant pas blesser son père, Dima fait contre mauvaise fortune bon cœur et accepte son cadeau. Devant les moqueries de ses voisins sur la vétusté de son taco, Dimitri décide de se garer un peu plus loin et de continuer le chemin à pied. Néanmoins, avant de sortir du véhicule, il découvre dans la boîte à gants de mystérieux clichés en noir et blanc, suivis d'un disque qui devait probablement appartenir à l'ancien propriétaire. En allant à l'université, Dimitri rate son bus en tentant d'aider un vieil homme alcoolique à monter à bord, ce qui le fait arriver en retard à la conférence de Viktor Alexandrovitch, l'oligarque vu au début du film. L'homme d'affaires interpelle Dima et après avoir appris la raison de son retard, lui dit qu'il n'est pas avisé d'aider les autres si cela peut nuire à soi, ce que le jeune homme conteste fermement. Prenant rapidement Dima en affection, le milliardaire lui offre alors 1 million de roubles pour s'acheter une voiture afin qu'il ne soit plus en retard à l'université. Oh la vache, mes intervenants étaient pas aussi sympas quand j'étais étudiant. Le jeune homme intègre refuse malgré la tentation et demande plutôt à Alexandrovitch comment ce dernier a fait fortune. Après un nouveau placement de produit d'une subtilité pachydermique, sans déconner franchement je sais pas ce qui les retient d'ajouter ça, Brisez la glace avec Mentos Pure Fraîche, une explosion de fraîcheur. l'oligarque finit par lui répondre. Au début, je livrais des fleurs. Le prenant à la lettre, Dimitri décroche un job chez un fleuriste local peu commode et il se met alors à distribuer des fleurs aux 4 coins de la ville à l'aide de sa voiture. Entre temps, Alexandrovitch se rend au site d'excavation duquel a été dérobée la vieille Volga et réalise en voyant d'anciens plans que le précieux nanocatalyseur qu'il recherche est à bord du véhicule volé, ce qui le pousse à mettre ses hommes à sa recherche en fouillant toutes les voitures de ce modèle qui roulent en ville. Et ne venez pas me demander comment ils s'y prennent, mais je suppose que ça doit pas être une mince affaire de trouver une voiture dans une ville comme Moscou. On revient sur Dimitri qui, malgré les difficultés financières liées à son activité, persiste malgré tout. Un jour, alors que son père l'accompagne lors d'une de ses courses pour tenter de lui remonter le moral, ils sont tous les deux témoins du vol à l'arraché le moins crédible du monde. Sérieusement, je sais pas ce que je préfère le plus entre les petits trous tout mignons du voleur, le plan de 2 secondes sur la figurante qui est morte de rire alors qu'elle est censée être paniquée, ou l'expression du comédien qui n'a rien à envier au théâtre kabuki. C'est du grand art. Bref, le père de Dimitri intervient en mode papy
Tug et frappe le voleur avant de remonter en voiture sous le regard réprobateur de son fils qui aurait préféré qu'il ne s'en mêle pas. Par un hasard quasi improbable, les hommes d'Alexandrovitch passent justement à cet endroit précis au même moment et repèrent la voiture de Dimitri. Ce dernier finit par poser son père au coin de la rue et est tout de suite pris en chasse par les hommes de main qu'il pense être des membres de la bande à laquelle appartient le voleur vu précédemment. Une course-poursuite frénétique s'engage dans les ruelles de Moscou et alors que Dima pense avoir semé ses poursuivants, ces derniers se retrouvent brusquement devant lui. Paniqué, Dimitri appuie sur les deux pédales et c'est alors que la voiture s'élève à la verticale et fonce dans les airs. Complètement abasourdi, Dima tente de comprendre ce qui se passe tout en faisant virevolter son véhicule jusqu'à finir par atterrir dans une usine désaffectée dans laquelle, gros coup de bol, se trouve un amas de pneus précisément à l'endroit où il atterrit, ce qui amortit sa chute. En rentrant chez lui, Dima annonce à ses parents l'incroyable prouesse technologique dont est capable sa voiture, ce à quoi ils réagissent de manière tout à fait proportionnée. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'en prie, sois prudent, mon chéri. Papa, je te jure, elle vole. Alors c'est parfait, tout marche bien pour toi. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bon, j'aurais compris la désinvolture des parents si c'était un enfant de 8 ans qui disait « Maman, maman, ma voiture peut voler !» Mais là quand même, on parle d'un adulte qui a toute sa tête, sans antécédent de délirium et qui affiche un air inquiet. Rien que pour ça, il devrait tiquer quand même. Ou je sais pas, juste lui demander pourquoi ses fringues sont dans cet état et pourquoi il est en nage. Enfin bon, suite à ça, on a une scène où Dima est de retour à l'université et où il se souvient du disque retrouvé plus tôt dans la boîte à gants. Après avoir été dans une boîte de nuit pour écouter le disque en question grâce à un ami de Max qui est disque jockey, parce que je suppose qu'aller au cyber du coin c'était trop cheap, Dima réalise que le disque contient une chanson qui fait référence à une voiture volante, ce qui bien sûr n'est pas du tout fortuit. En cherchant des informations sur la chanson, Dimitri découvre le nom de son interprète, un certain Pavel, qui même s'il est scientifique à la retraite, a été le leader du projet sur la Volga volante avec un certain Elie Tsarov et son épouse Olga. Se faisant passer pour un journaliste, Dima demande quelques précisions quant à l'origine du projet et réussit à soutirer un manuel d'instructions qui contient toutes les données permettant d'apprendre à piloter le véhicule. Sur le chemin du retour, le patron de Dima l'appelle au téléphone pour lui dire qu'il a intérêt à livrer les fleurs en temps et en heure s'il veut conserver son poste. Bloqué dans les embouteillages, Dimitri se dit qu'il serait peut-être bien de lire le carnet pour comprendre comment fonctionne la voiture et contre toute attente, décolle après avoir lu seulement 2 lignes. Alors c'est quand même une sacrée performance parce que je sais pas, moi j'imaginais qu'il fallait avoir des connaissances assez pointues en aéronautique ou en pilotage, voire en turbopropulseur pour espérer faire décoller un engin, mais bon si on peut faire voler quelque chose en lisant 2 lignes, c'est que ça doit pas être bien compliqué. Ces blaireaux qui passent des années en école de pilotage. Dimitri arrive à se poser sur le toit d'un immeuble et effectue sa livraison à temps. Des semaines passent, et Dima, qui a entre-temps empoché un joli pactole grâce à de nombreuses courses, a renouvelé sa garde-robe et s'est acheté un téléphone qui ne manque pas de faire jaser son ami Max. T'as un iPhone. Vous savez quoi, là je vais mettre un compteur parce que à ce tarif-là, tels des adolescents, Nastia et Dima échangent alors quelques messages sur son téléphone fraîchement acquis, et le jeune homme l'invite à sortir dîner le soir même. Les deux tourtereaux se retrouvent dans un restaurant huppé de Moscou et font un peu plus connaissance. En partant, Dima croise à nouveau Viktor Alexandrovitch et profite de l'occasion pour remercier son mentor de l'avoir poussé à trouver sa propre voie. Dimitri finit par accompagner Nastia chez elle et cette dernière lui fait un bisou sur le pas de la porte. Le lendemain, un homme de main d'Alexandrovitch se pointe chez l'employeur de Dima et lui demande si l'un de ses livreurs est le détenteur d'une Volga. Pensant qu'il s'agit d'un concurrent venu le débaucher, l'employeur fait mine de ne rien savoir, mais les gangsters ont cependant une autre piste car l'un d'eux connaît personnellement le malfrat frappé par le père de Dimitri. Pendant ce temps, Max, qui a eu vent du rendez-vous en tête-à-tête entre Nastia et Dima, confronte ce dernier sur ses intentions et veut savoir s'il s'est passé quelque chose. Devant l'insistance de Max qui ne veut plus le lâcher, Dimitri laisse alors entendre à son ami qu'il s'est effectivement passé quelque chose en dessous de la ceinture avec la jeune femme sans se douter que cette dernière est juste derrière lui. Nastia prend ça plutôt bien. Le soir même, les hommes de Victor, rencardés par le voleur, retrouvent le père de Dima et questionnent ce dernier sur le véhicule. Voyant son fils arriver pour le récupérer à l'arrêt de bus comme à son habitude, l'homme fait mine de ne rien savoir et poursuit son chemin pour les éloigner de la Volga. Rattrapés dans une ruelle, les gangsters demandent au voleur s'il est bien sûr d'avoir identifié la bonne personne, mais après un moment d'hésitation, ce dernier déclare qu'il s'est trompé. Les hommes de main décampent, mais le voleur, resté sur place, interpelle à nouveau le vieil homme et contre toute attente, le poignarde pour se venger de l'avoir attaqué plus tôt. Une passante, témoin de la scène, accourt vers Dima pour lui dire que quelqu'un a besoin de son aide. Mais devenu impassible suite au conseil d'Alexandrovitch, Dimitri l'envoie paître en lui demandant simplement d'appeler les secours. Après une longue attente et ne voyant pas son père arriver, le jeune homme comprend enfin que quelque chose a mal tourné et se précipite vers l'endroit où affluent les secours, malheureusement arrivé trop tard pour faire quoi que ce soit. L'ambulancier annonce à Dimitri qu'ils n'ont rien pu faire et que son père est décédé. Se sentant responsable de la mort de son père, Dimitri jure alors d'utiliser sa voiture pour jouer les redresseurs de tort, ce qui nous est montré à travers différentes actions héroïques perpétrées dans la ville sur plusieurs semaines. Très vite, les locaux finissent par parler de cette nouvelle sensation moscovite et lui donne même un nom, l'éclair noir. Je suis trop dark.
Dima embrasse cette nouvelle notoriété sobrement en gardant le secret pour lui, tandis qu'Alexandrovitch décide d'utiliser les réseaux sociaux pour lancer un faux appel de détresse à l'éclair noir dans le but de piéger ce dernier. Comme prévu, Dima tombe dans le panneau mais s'en aperçoit trop tard, ce qui donne le temps aux hommes de main d'endommager partiellement la Volga pour la faire tomber à terre et profiter de cet instant pour récupérer le nanocatalyseur. Que quoi? Les gars, vous vouliez pas récupérer le nanocatalyseur? Non, parce que je le rappelle, mais... Nous avons créé un appareil qui augmentait l'énergie du carburant conventionnel 1 million de fois. Nous l'avons appelé le nanocatalyseur. Donc un lance-roquette combiné à un outil qui intensifie d'1 million la puissance énergétique du carburant d'une voiture, c'est pas forcément la meilleure idée que vous ayez eue. Mais bon, je suppose que c'est un peu comme les diamants au début du film, donc j'en demande peut-être un peu trop niveau logique. Dima sort de ce bourbier, et après quelques effets spéciaux dignes d'une telenovela mexicaine des années 90, s'enfuit en laissant les hommes d'Alexandrovitch sur le toit d'un immeuble. Suite à ce revers, Alexandrovitch décide de recruter les scientifiques à l'origine de la création de la voiture pour faire un nouveau modèle capable de rivaliser avec la Volga. Alors je veux pas faire le mec relou, mais à mon avis il y avait des moyens plus intelligents de régler le problème. Par exemple, je sais pas, payer des hackers pour retracer le profil de l'éclair noir et révéler son identité. C'est quand même plus rapide et efficace, non? Mais je réfléchis comme si le scénario de ce film avait été rédigé par des gens qui ont de la jugeote, et à la place, on a Alexandrovitch qui réussit à réunir 50 scientifiques, dont les concepteurs originaux de la Volga, pour lui faire son joujou qui vole. Pour les motiver, il leur assure que ce véhicule doit prêter main forte à l'éclair noir et qu'il faut donc l'optimiser en conséquence. Après un temps record, un premier prototype est prêt à l'emploi, mais Pavel, ayant eu vent des véritables projets d'Alexandrovitch, décide de s'enfuir du site et est pris en chasse par les hommes du milliardaire qui visiblement, en plus de ne pas savoir viser droit, n'arrive pas à rattraper un sexagénaire qui s'enfuit à petite foulée. Se réfugiant sur le toit et n'ayant aucun moyen de fuir, Alexandrovitch décide d'utiliser Pavel comme appât pour attirer l'éclair noir et l'amener à se rendre à découvert assez longtemps pour le surprendre. Réglé comme une montre suisse, l'éclair noir arrive sur place et Dima, qui a à peine le temps de comprendre ce qui se passe, se fait abattre par Alexandrovitch avant de se faire encastrer dans la tour. L'oligarque retire le nanocatalyseur et la Volga noire n'ayant plus d'énergie amorce son inexorable chute. Oui. Bon, par quoi je commence ? De 1, si ce film se passe dans un univers qui a un semblant de cohérence, mis à part la voiture volante, il est tout simplement impossible que Dima soit encore en vie. Et pour une raison très simple. La tour diamant du film est en réalité calquée sur un véritable gratte-ciel qui se trouve dans le complexe de la Fédération, le quartier d'affaires de Moscou. La Zapad Tower, de son vrai nom, a été inaugurée en 2008 et s'élève à plus de 243 mètres. Alors je vais être sympa et imaginer qu'il n'est plus à côté du sommet après l'attaque d'Alexandrovitch, mais on peut quand même estimer qu'il est à au moins une bonne centaine de mètres du sol vu la vitesse à laquelle il s'écrase. Je le rappelle rapidement, mais Dima c'est pas un kryptonien. C'est juste un jeune homme frêle de 20 ans qui n'a aucun super pouvoir. C'est la voiture qui est exceptionnelle, et à aucun moment du film il n'est indiqué que l'éclair noir a un système qui permettrait de protéger son conducteur en cas de choc sévère. Donc comment se fait-il qu'il soit encore en vie après une pareille collision? De 2, Dima semble avoir perdu connaissance pendant 5 bonnes minutes après sa chute vertigineuse et se réveille dans une eau gelée qui, si on se réfère aux températures moyennes ayant lieu à Moscou à cette même période de l'année, avoisine les moins 10 degrés. Sachant qu'un corps immergé dans de l'eau glacée entre immédiatement en hyperventilation et qu'à partir du moment où la température corporelle descend à 30 degrés, la personne tombe dans le coma. On m'explique pourquoi Dima se réveille comme s'il sortait d'une séance thalasso? Il n'y a même pas de buée qui s'échappe de sa bouche quand il répond au téléphone. C'est abusé. De 3, comment ça il répond au téléphone? Vous voulez me dire qu'il arrive encore à capter en étant sous des milliers de mètres cubes d'eau et que son téléphone fonctionne encore même après rester plusieurs minutes sous l'eau? Parce qu'on est en 2023 et je sais pas pour vous, mais moi quand je descends à la cave de mon immeuble, mon réseau il rend l'âme. Enfin, de toutes les choses que Dima pouvait dire à Nastia, comme par exemple avertir la police de ce qui se passe, envoyer de l'aide pour lui ou les scientifiques séquestrés, ou tout simplement lui dire qu'il l'aime, il se contente de lui répondre qu'il va bientôt la rejoindre à la fête du lycée. Mec, t'es en train de te noyer, arrête de t'en foutre comme si on te proposait une formation CPF et utilise cet appel pour faire quelque chose d'utile. Vous pouvez penser que je pinaille pour des détails, mais pas du tout. Je suis le premier à défendre la suspension consentie d'incrédulité, mais pas la suspension consentie de la connerie. On n'est pas dans une parodie de super-héros, le film essaye, tant bien que mal, de créer des enjeux et de la tension. Comment voulez-vous que j'y croie une seconde s'il y a ce genre de scène? Et encore, le coup de l'appel calme alors que quelque chose d'horrible va se passer, j'aurais pu accepter, parce que c'est un code connu du cinéma, et ça rajouterait un coup de stress pour la personne au bout du film, là comme dans
Jurassic Park 3, mais là pas du tout, il répond quand même avec un flegme extraordinaire. Bref, ça commence à sérieusement me saouler, et vous aussi probablement, alors je vous propose d'accélérer les événements. Dima émerge des eaux glacées grâce au système de secours de la voiture et fonce à l'intérieur de la tour où il retire juste à temps le nanocatalyseur qu'Alexandrovitch venait d'utiliser pour relancer ses travaux de forage destructeurs. Dépité, Alexandrovitch enlève Nastia pour forcer Dima à lui remettre l'objet en question et lui donne rendez-vous au-dessus de la place rouge. Les deux hommes se font face, et Dima arrive à récupérer Nastia in extremis avant d'entamer une bataille aérienne avec Victor qui manque de le tuer à plusieurs reprises. Dimitri met les pleins gaz et propulse la voiture d'Alexandrovitch dans la stratosphère jusqu'à carrément l'éjecter dans l'espace. Là encore, je suis confus, je pensais qu'à une certaine hauteur il manquait ce truc qui nous permet de respirer et qui nous maintient en vie, mais bon, on n'est pas à une facée si près. Dima se pose sur un toit de Moscou sans une égratignure, on a droit à un fondu en noir, et le film se termine sur une discussion entre Dima et Nastia, avec cette dernière qui réalise que l'éclair noir et l'homme dont elle est amoureuse se trouvent être la même personne. Le jeune couple s'embrasse dans un parc enneigé, et le dernier plan nous montre 3 retraités en train de faire leur footing matinal. Et c'est fini. Bon alors en vrai, c'est pas mal hein. Les effets spéciaux tiennent la route pour un film de 2009, les acteurs font de leur mieux, la musique est correcte sans être exceptionnelle. Non franchement ça va hein. Alors si vous le permettez je vais résumer ce qu'on vient de voir. Donc dans ce film on a affaire à un étudiant lambda à la dégaine de loser, venant d'un milieu modeste qui est amoureux de sa camarade de classe qui le remarque à peine. Le héros a pour ami un anti-idiot qui lui aussi est attiré par la fille en question, ce qui pousse le protagoniste à chercher un moyen de gagner de l'argent pour s'acheter une voiture, quitte à prendre un travail de livreur difficile en se faisant gueuler dessus par un patron indolent, le forçant à utiliser ses habilités pour réussir à faire son travail dans le temps imparti. Le riche homme d'affaires et antagoniste du film a une relation privilégiée avec le héros pour lequel il a de la sympathie avant de finir par l'affronter devant le monde entier. La figure paternelle du héros meurt des mains d'un malfrat après que la dernière conversation qu'il a eue avec son protégé est tourné autour du sens du devoir et des responsabilités. Le personnage principal sauve la vie de sa dulcinée tout en restant dans l'ombre, la poussant à avoir des sentiments envers son sauveur inconnu. L'affrontement final voit l'antagoniste kidnapper l'amour du héros pour le forcer à se montrer et à l'affronter alors qu'une foule est là pour le soutenir. Et les actions du héros sont souvent filmées sur le symbole de son pays pour indiquer que son combat est juste et qu'il est l'icône de tout un peuple. Et ouais. Mais non content d'avoir allègrement pompé le Spider-Man de Rémi comme une compagnie pétrolière qui assèche les sous-sols d'un pays du tiers-monde, les réalisateurs, oui, les réalisateurs, parce que même pour copier s'ils sont mis à plusieurs, se sont dit que les gens y verraient que du feu s'ils reprenaient des éléments et plans d'autres films qu'ils avaient visiblement très envie de copier aussi. Alors je vais pas tous les faire, parce que la vidéo durerait 3 heures, mais dans l'eau on a un personnage alcoolisé qui voit une voiture dans les airs, ce qui le pousse à abandonner sa consommation de spiritueux, le plan quasi identique de l'oncle Ben à l'intérieur d'une voiture entourée d'un halo blanc dans un flashback, le héros qui sort d'un placard pour effectuer une livraison après s'être posé sur le toit d'un immeuble, des inserts sur les interrupteurs qui permettent à la voiture de se transformer, et encore, ce serait pas un souci s'il faisait ça au moins un peu différemment de ce que Luc Besson proposait déjà 10 ans auparavant, le design de la voiture d'Alexandrovitch qui est évidemment complètement calqué sur la DeLorean de Retour vers le futur, les témoignages des citoyens et policiers qui relatent les exploits du héros avec les coupures presse qui évoquent ces hauts faits, ce plan, dans lequel Dimitri reçoit une paye inférieure à ce qu'il attendait initialement, un moment où le héros sauve un enfant prisonnier d'un immeuble en flammes alors que sa mère assiste à la scène impuissante avec les pompiers, sérieusement ce film ne fait aucun effort. Non mais regardez, même les péripéties sont les mêmes. Je sais bien que toutes les histoires ont déjà été racontées, mais là quand même, merde, c'est du foutage de gueule. Donc sous prétexte qu'à la place d'une araignée on se tape une voiture des années 50, ils se sont dit que les gens allaient rien griller. Eh bien devinez quoi, les gens n'ont rien grillé. Avant de faire cette vidéo, je m'étais dit que c'était impossible que personne ne se soit rendu compte, mais en cherchant sur YouTube, en tapant Spider-Man, russe, remake, plagiat, je n'ai rien trouvé. Donc soit le film est quasi inconnu de la majorité des gens, et à en croire par ses chiffres au box-office, je pencherai pour cette hypothèse, soit c'est juste passé au-dessus de tout le monde. Fort heureusement, et parce qu'il y a encore de l'espoir en ce bas monde, j'ai pu trouver quelques critiques de gens sensés qui avaient déjà remonté le point à l'époque. Mais bon Dieu, je pense que même eux ne savent pas à quel point ils sont dans le vrai. Alors oui, c'est vrai, je suis peut-être un peu aigri d'avoir claqué l'équivalent de 2 kebabs dans l'achat d'une copie pour faire cette vidéo, mais c'est surtout qu'il n'y a rien qui justifie que ce film existe, si ce n'est capitalisé sur les téléspectateurs russes qui avaient autre chose à foutre en 2002 que d'aller voir le premier Spider-Man. Les films de super-héros c'est ultra codifié aujourd'hui, mais c'était déjà le cas à l'époque. Là, quand le film sort en 2009, on est vraiment en plein dans l'âge d'or de ce genre de métrage, ce qui n'empêchait pas quand même d'avoir des trucs complètement différents tous les ans. On a eu droit à l'approche réaliste, à la dystopie, l'origin story, le film d'enquête, le polar, le found footage, le film choral, le thriller, bref. C'est pas parce que tu fais un film de super-héros que tu peux faire l'économie de la mise en scène et de la réflexion. Sauf pour l'éclair noir apparemment, où le but c'était plus de se servir du film de super-héros que de réellement en créer un. Et c'est dommage parce que les pays de l'Est ont une histoire et une mythologie riche qui ne demandent qu'à être explorée. Et d'ailleurs, rêvons un peu, si ce film avait marché, ça aurait fait un parfait contrepoids à l'hégémonie américaine dans ce secteur. Mais non, pour ça faudra encore attendre un peu visiblement, le temps que les cinéastes qui ont grandi avec les films Marvel décident de s'en inspirer intelligemment et se les réapproprient plutôt que d'en faire une pâle copie. Maintenant,
Reste à savoir qui s'en chargera. Enfin bref, moi j'arrête là les frais, et encore je vous ai fait l'économie de plein de trucs qui servent à rien, comme le triangle amoureux entre Max, Nastia et Dima, parce que franchement, y a rien à se mettre sous la dent. Mais bon, malgré tout ce que je viens de dire, allez voir le film si vous avez le temps, hein, parce que mon avis ne regarde que moi finalement. Si ça se trouve, vous allez passer un bon moment, et c'est tant mieux. Si ma critique vous a plu, je vous invite fortement à aller voir celle de Durandal sur Atomic Cyborg, un nanar italien des années 80 qui pompe allègrement Terminator. Mais pour le coup, non seulement la critique est hilarante, mais le film a quand même une esthétique qui sent bon les 80s, avec une bande son qui est juste géniale. Donc allez le voir, il est facile à trouver, je crois qu'il est même sur YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Star Trek pour un nouvel épisode un peu plus tradi. Je vous rassure, je vais pas bâcher un film. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!